Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons aborder l'éthique en santé. Notre cours sera scindé en 3 chapitres. Le premier chapitre abordera l'ensemble des définitions en commençant bien évidemment par la définition générale de l'éthique, puis par la suite la définition des différentes formes d'éthique en santé. Le second chapitre s'intéressera aux principes de bioéthique en faisant un focus sur la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO qui a été mis en place en octobre 2005. Le troisième et dernier chapitre traitera de l'éthique dans le soin. Nous verrons ainsi la notion de maltraitance ordinaire, puis celle de dilemme éthique, puis nous nous demanderons que faire dans les situations de contradiction avec les lois bioéthiques. Les objectifs de ce cours sont d'expliquer les principaux concepts se rattachant à l'éthique et plus précisément à la bioéthique, ainsi que certaines notions de législation relatives à la profession médicale, mais également de savoir respecter la démarche éthique à suivre pendant la prestation de soins auprès d'un malade en vue d'observer les normes morales requises et le respect strict de la dignité humaine. Pour commencer, il est important de noter que les professions de santé sont des professions pour lesquelles la technique prend souvent le pas sur la relation de soins avec le patient. Pourtant, la dimension éthique y est fondamentale. Ainsi, l'éthique professionnelle est indispensable à tous ceux qui participent à l'acte médical. En effet, elle délimite et définit les responsabilités professionnelles qui sont de nature morale et légale et engage le professionnel de santé et aussi le stagiaire envers le malade, sa famille, la société, mais également envers les autres membres de l'équipe sanitaire. Toutefois, il est important de prendre conscience que l'éthique en santé ne s'apprend pas. Elle questionne et permet de réfléchir sur la meilleure conduite à tenir. Passons à présent aux différentes définitions. Tout d'abord, l'éthique de façon générale. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. Elle s'intéresse à nos rapports avec autrui et peut être menée à 2 niveaux. Le premier niveau est le niveau général, où là, la réflexion éthique porte sur les conceptions du bon, du juste et de l'accomplissement humain. Le second niveau est le niveau particulier, où là, la réflexion éthique porte sur les cas embarrassants et les dilemmes. Ainsi, nous venons de voir que l'éthique est une réflexion sur les valeurs, mais qu'est-ce que les valeurs? Les valeurs sont des idéaux auxquels les membres d'une société adhèrent et qui se manifestent concrètement dans leur manière de penser, de sentir et d'agir, comme par exemple la politesse, la sécurité, l'égalité sont des valeurs. Une valeur ne vous contraint pas à faire quelque chose, elle vous motive à le faire. Une valeur n'est pas un devoir, vous faites quelque chose parce que vous le voulez, que ça vous correspond, et non parce que vous le devez. Et enfin, une valeur n'est pas un besoin. À noter que lorsqu'une valeur est communément admise par les membres d'une société, elle devient une norme. Mais qu'est-ce que les normes? Les normes sont tout simplement des règles de conduite de la vie en société auxquelles les individus sont censés se conformer. Il existe 2 types de normes. Tout d'abord, les normes formelles qui sont des normes écrites, comme les lois, les différents codes et règlements, et les normes informelles qui constituent les mœurs, les habitudes, les coutumes, etc. Le non-respect des normes est soit toléré, soit rejeté et sanctionné. Les sanctions pour les normes formelles peuvent être de la prison, des amendes, des licenciements, etc. Pour les normes informelles, les sanctions peuvent être des sanctions morales, telles que des brimades, allant jusqu'à l'exclusion d'un individu de son groupe d'appartenance. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'éthique dans le soin doit être différenciée de la morale. En effet, la morale est une réflexion sur le bien et le mal, alors que l'éthique est une réflexion sur le bon et le mauvais.
La citation de Didier Sicard, qui est l'ancien président du Conseil consultatif national d'éthique français, résume bien cette notion de bioéthique. En effet, il nous dit que prendre soin, c'est en même temps exprimer sa compassion et ne pas fusionner, être attentif, vigilant et non juge, dépositaire de bonnes pratiques médicales ou chirurgicales, tout en respectant le sujet. Après avoir défini l'éthique de façon générale, passons à présent aux différentes formes d'éthique qu'il existe en santé. Tout d'abord, l'éthique médicale. L'éthique médicale, qui remonte au serment d'Hippocrate, fait partie intégrante de l'exercice de la médecine. Elle relaie nécessairement les valeurs inhérentes à la recherche médicale elle-même. Il existe un lien étroit entre droit et éthique, et cela est montré notamment à travers le procès de Nuremberg qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire fin 1945. C'est pour la première fois que des médecins qui appartenaient dans ce cas au régime nazi ont été condamnés pour des expérimentations perpétrées sur des cobayes humains sans que la dimension humaine ne soit prise en considération. Ainsi, au XXe siècle, la déontologie médicale a pris en compte l'importance croissante des droits de l'homme. Définissons maintenant la seconde forme d'éthique, à savoir l'éthique professionnelle. En éthique professionnelle, la réflexion porte sur les valeurs qui motivent les conduites des professionnels et qui sont actualisées dans les codes de déontologie. L'éthique suggère ce qui est souhaitable et condamne ce qui ne doit pas se faire, tandis que la déontologie compte sur les outils administratifs afin de garantir que la profession soit exercée en toute éthique. Plus précisément, la déontologie présente une série de principes et de règles devant être obligatoirement respectés. L'idéal de pratique justifie l'imposition de règles contraignantes et motive à les respecter. La déontologie, comme tous les systèmes de règles, a cependant des limites. C'est notamment le cas du Code de déontologie des médecins qui a été publié au Bulletin officiel du 19 juin 1953. Il s'agit là d'un ensemble de principes et de devoirs acceptés par tous les médecins, susceptibles de donner une solution immédiate, claire et sans équivoque à tous les problèmes intéressant la profession médicale. La troisième forme d'éthique est la bioéthique. La bioéthique est une partie de l'éthique qui est apparue en tant que champ ou discipline nouvelle à partir des années 70. C'est à ce moment-là que le terme de bioéthique a été utilisé pour la première fois par le biochimiste américain Van Rensselaer-Potter. Il avait mis en avant que la science avait progressé très rapidement alors que cela ne s'accompagnait pas d'une attention suffisante aux valeurs. Aujourd'hui, le terme de bioéthique englobe toute l'éthique des soins de santé. Celle-ci comprend plusieurs branches, dont le développement est né, par exemple, de l'exploitation d'êtres humains dans le cadre de la recherche médicale, tout particulièrement au cours de la Seconde Guerre mondiale et par l'apparition de technologies médicales qui mettent souvent en question les valeurs admises. Le terme bioéthique se compose de deux mots grecs, à savoir le mot bios et le mot ethos. Le mot bios signifie la vie, la réalité du vivant et les sciences de la vie, et le mot ethos correspond à la morale qui renvoie à la notion de valeur et de devoir. Aujourd'hui, la bioéthique englobe toute l'éthique des soins de santé. Ainsi, la bioéthique est une discipline qui étudie les problèmes d'éthique, les problèmes moraux, liés à la recherche en biologie, en médecine, en génétique et à leur application. La bioéthique veille donc au respect de la personne humaine. Enfin, la quatrième et dernière forme d'éthique est l'éthique en santé publique. L'éthique en santé publique s'intéresse à la conception et à la mise en œuvre de mesures pour contrôler et améliorer la santé des populations. Elle cherche à voir au-delà des soins de santé
pour envisager les conditions structurelles qui favorisent ou empêchent le développement de sociétés saines. Par conséquent, les principales questions dans le domaine de l'éthique en santé publique sont par exemple les inégalités dans la situation sanitaire, l'accès aux soins de santé et aux bénéfices de la recherche médicale, les actions face à la menace des maladies infectieuses, la coopération internationale pour le contrôle et la surveillance de la santé, l'exploitation des individus dans les pays à faible revenu, la promotion de la santé, la participation, la transparence et la responsabilisation, etc. Après avoir passé en revue les différentes définitions, intéressons-nous à présent au principe de la bioéthique. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO, qui a été mise en place en octobre 2005, vient énoncer 15 principes de bioéthique. Cette déclaration est importante dans notre contexte marocain, car le Maroc, faisant partie de l'UNESCO, s'est engagé à respecter la dite déclaration. Les 15 principes de bioéthique, selon cette déclaration, sont donc les suivants. Tout d'abord, la dignité humaine et les droits de l'homme. Puis, les effets bénéfiques et effets nocifs. Puis, nous avons l'autonomie et la responsabilité individuelle, le consentement, les personnes incapables d'exprimer leur consentement, le respect de la vulnérabilité humaine et de l'intégrité personnelle, la vie privée et la confidentialité, l'égalité, la justice et l'équité, la non-discrimination et la non-stigmatisation, le respect de la diversité culturelle et du pluralisme, la solidarité et la coopération, la responsabilité sociale et santé, le partage des bienfaits, la protection des générations futures et la protection de l'environnement, de la biosphère et de la biodiversité. Intéressons-nous de manière plus détaillée à deux principes qu'il est indispensable de retenir. Le principe du consentement. Les professionnels de santé ont eu longtemps l'habitude de décider à la place des patients. C'est ce que l'on appelle le paternalisme. Aujourd'hui, on doit respecter le consentement libre et éclairé des patients. Le second principe qu'il est indispensable de retenir, comme énoncé sur la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, est le principe sur la vie privée et la confidentialité, autrement dit la notion de secret professionnel. Le professionnel de santé doit respecter le secret professionnel. C'est un devoir, c'est-à-dire une obligation. Les obligations des professionnels de santé sont dictées par la loi. Le secret professionnel permet donc d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge du patient. Il a pour objet principal de protéger l'intimité du patient. Après avoir vu le principe de consentement, nous allons aborder maintenant le principe de secret professionnel. Le secret professionnel est un devoir, c'est-à-dire une obligation. Il est important de noter que les devoirs des professionnels de santé sont dictés par la loi. Par exemple, l'ensemble des professionnels de santé ont le devoir de ne pas faire de différence entre les malades et ce, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau ou encore leur situation socio-économique. Il est donc important de noter que l'un des principaux devoirs des professionnels de santé est, comme je viens de le dire, le respect du secret professionnel. Nous allons donc aborder cette notion plus en détail. Le secret professionnel est donc la clé de voûte de la relation patient-soigné. En effet, il permet d'instaurer et de maintenir la confiance. Cette confiance est indispensable à la bonne prise en charge du patient. Le secret professionnel est institué dans l'intérêt de la personne soignée. Il a pour objectif principal de protéger son intimité. En d'autres termes, le secret professionnel se définit comme le devoir imposé par la loi à une catégorie de professionnels
en raison de leur état et sous peine de sanction, de conserver secrètes des informations confidentielles qui leur sont parvenues à l'occasion de l'exercice de leur profession. En effet, le patient a le droit au respect de sa vie privée et au maintien du secret de ses informations médicales. Tous les professionnels de santé ou travaillant dans le domaine de la santé sont assujettis à ce principe. Ils ont donc l'obligation de ne divulguer aucune information recueillie ou entendue lors de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne s'applique pas pour les maladies contagieuses à déclaration obligatoire comme la rougeole, le paludisme, la tuberculose, etc. ou encore les sévices sur mineurs où là, il faut obligatoirement informer les autorités compétentes. Les 15 principes que nous venons de voir peuvent être résumés par les 4 principes fondamentaux de la bioéthique qui sont le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, le principe d'autonomie et le principe de justice. Nous allons essayer de voir ces 4 principes de manière détaillée. Tout d'abord, le principe de bienfaisance. Ce principe veut dire qu'il faut contribuer au bien-être d'autrui. Il contient 2 principes. Tout d'abord, l'action entreprise doit être bénéfique. Elle doit également être utile, c'est-à-dire avoir un rapport coût-bénéfice positif. En effet, c'est le bien du malade qui est la loi suprême. Aujourd'hui, les patients sont autonomes et libres de leur choix. Il faut donc utiliser ce principe avec prudence. Le second principe est le principe de non-malfaisance. Ce principe veut dire qu'il n'est pas acceptable de faire du mal à autrui. En effet, avant de penser à faire du bien au patient, il est tout d'abord indispensable de penser à ne pas lui nuire. Ce principe est donc fondamental. Le troisième principe est le principe d'autonomie. Ce principe vient compléter cette recherche du meilleur choix pour le patient. En effet, chaque individu est libre de ses choix. Les patients ont droit à des informations libres et éclairées et ils ont le droit de décider eux-mêmes de leur prise en charge. Ainsi, respecter un individu en tant qu'agent autonome veut dire le mettre en situation d'agir de façon autonome. Ne pas le respecter en tant qu'agent autonome veut dire ignorer les souhaits qu'il exprime, ne pas les considérer ou les comprendre, se comporter comme s'il y avait des personnes méritant plus que d'autres que l'on accorde du poids à leurs paroles. Le quatrième et dernier principe est le principe de justice. En effet, tout usager a droit à une prise en charge de qualité. Ce principe affirme la juste répartition des moyens mis en œuvre au sein d'une société. Ce principe doit être utilisé avec prudence, car il est très lié aux politiques économiques du système de santé d'un pays. Passons maintenant à notre troisième et dernier chapitre qui va aborder l'éthique dans le soin. Intéressons-nous tout d'abord à la notion de maltraitance et plus exactement la maltraitance ordinaire. Il faut savoir que pour le malade occasionnellement de passage, l'hôpital devrait constituer un lieu d'espoir, un havre pour sa souffrance. Pour le malade hospitalisé, l'hôpital doit être un milieu de vie où les aspirations et les attentes humaines doivent se conjuguer avec les logiques organisationnelles et professionnelles d'établissement qui sont malheureusement aujourd'hui trop souvent gérées à la manière d'une entreprise. C'est pourquoi, pour les malades comme pour leurs proches, le manque d'écoute et d'information, les attentes indues et inacceptables, les contraintes organisationnelles absurdes, le manque de respect occasionnel de la part du professionnel, la froideur des médecins et des soignants devant l'annonce d'un diagnostic difficile ou d'un deuil, leur indifférence autoprotectrice devant la souffrance sont décriées et peuvent être qualifiées de maltraitance ordinaire. Le terme maltraitance
recouvre aussi, selon la Haute Autorité de Santé française, une série de mesquineries, de négligences qui, à la longue, deviennent un véritable tourment pour le malade. Passons à présent à l'approche du dilemme éthique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est souvent question de dilemmes éthiques ou moraux, qu'on appelle aussi conflits de valeurs, lorsque les situations où les valeurs et les principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. Le dilemme éthique intervient donc lorsque la situation clinique crée des conflits. Pour illustrer cette notion de dilemme éthique, nous pouvons citer l'exemple suivant. Un médecin diagnostique un cancer terminal chez sa patiente, qu'il connaît depuis longtemps. Il sait qu'elle est dans un état dépressif. Il estime donc qu'elle ne supporterait pas de se savoir atteinte de cette maladie. Son devoir d'informer sa patiente de son état entre donc en conflit avec celui de ne pas détruire ce qui lui reste d'espoir dans la vie. La question qu'on se pose est donc de savoir si le médecin doit dire la vérité à sa patiente ou au contraire lui cacher sa condition. Ici, nous avons un principe et un devoir moral qui suggèrent d'adopter des comportements opposés. En effet, le devoir du médecin de ne pas mentir s'oppose au principe de bienfaisance à l'égard. Un dilemme éthique nécessite donc une réponse d'ordre éthique qui doit être entreprise lorsqu'un dilemme sur le devenir, la poursuite ou non de traitements lourds est envisagé. L'utilisation de tous les moyens moraux, légaux, éthiques, techniques, mais encore les valeurs, les points de vue, les choix individuels des patients et de leurs familles doivent impérativement être mis en œuvre. Enfin, pour terminer, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire en situation de contradiction avec les lois bioéthiques. Dans cette situation, il est fondamental que les professionnels de santé respectent les valeurs des patients. Lorsqu'elles sont en contradiction avec les lois bioéthiques, il faut alors appliquer le précepte suivant « Tu ne nuiras point », ne jamais nuire aux patients. À noter que toute intervention sur la santé des patients peut comporter des risques et des effets secondaires importants. Que faire alors? Il est indispensable de toujours établir la balance des bénéfices et des risques, et il est parfois indispensable de limiter l'autonomie des patients. Les progrès technologiques croissants de la médecine augmentent le coût des soins de santé. Et malheureusement, de nombreux malades ne peuvent pas y faire face. Il s'agit donc là d'une limite aux valeurs des patients. Faire face à cette situation nécessite d'avoir à gérer des problèmes moraux en rapport avec la justice, le droit aux soins de santé et la distribution équitable de ressources rares. Par conséquent, la réflexion éthique détermine non pas les valeurs les plus motivantes sur le plan subjectif, mais celles qui peuvent justifier rationnellement notre action, celles qui constituent de bonnes raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre. Elle détermine les valeurs qui constituent des raisons d'agir acceptables par l'ensemble de la société, par les personnes qui partagent l'idéal de pratique et, au niveau particulier, par les personnes et les groupes touchés par une décision. Nous avons donc le devoir moral de ne pas nuire aux autres, de les aider, de leur faire du bien. Ces valeurs se rattachent aux professions de santé et ont toujours été au cœur de l'éthique en santé. Pour conclure ce cours, nous pouvons dire que les professionnels de santé ne peuvent pas agir seuls, sous peine de faire preuve de paternalisme. La décision appartient aussi et principalement aux patients. Les professionnels de santé doivent donc viser l'excellence, car ils ont entre leurs mains ce que les gens ont de plus précieux, c'est-à-dire la vie et la santé, et leur devoir est de faire ce qui est de mieux pour eux. Ainsi,
Le respect de l'éthique et de la déontologie dans les activités professionnelles nous permet de garantir une qualité, une fiabilité et une clarté de l'information délivrée aux patients. Il permet également de mettre en place des relations transparentes avec les acteurs de santé. Et enfin, il permet de respecter la confraternité entre les professionnels de santé. Je vous remercie de votre attention.